Aujourd'hui, je vais encore vous parler cinéma. Après Anna, la série dont je vous ai parlé la dernière fois, je vous parle cette fois du Chevalier Vert. The Green Knight, qui est un film de David Lowery, paru en septembre 21. C'est un film inspiré d'un roman du XIVe siècle qui s'appelle Sir Gawain et le Chevalier Vert, et qui se situe dans le cadre des romans du cycle arthurien, Les Chevaliers de la Table Ronde. Vous allez voir que ce film est un véritable exposé de la structure de l'inconscient. Je commence directement par vous expliquer, vous décrire la première scène du film, que je n'ai pas compris à la première vision, que j'avais oublié, et qui a retenu mon attention à la deuxième vision du film. Je vous recommande de voir le film plusieurs fois. Bien qu'il fasse 2h30, on s'ennuie pas, et plusieurs visionnages s'imposent, tellement c'est compliqué et intéressant. Alors, dans cette première scène, on voit une cour de ferme, des animaux, des oies, des poules, des canards, un cheval, peut-être un chien, un mur qui court vers le point de fuite, comme dans un tableau, et vers le point de fuite, une porte en bois. Derrière ce mur, une maison. De longues secondes s'écoulent sans qu'il ne se passe rien, et puis voilà qu'une fumée commence à s'échapper de la maison, puis une grosse fumée, puis des flammes, puis de grosses flammes. Et c'est à ce moment-là que la porte au fond du mur s'ouvre, laissant passer un couple vêtu à la XIVe siècle, l'homme avec une épée au côté, la femme en grande robe. Il court vers le cheval, l'homme aide la femme à monter sur le cheval, il la laisse s'enfuir, à cheval donc, pendant qu'il dégaine son épée pour aller à la rencontre de gens qui arrivent par la porte et qui ont l'air de les poursuivre. Au fond, tout est là. L'interprétation de Christine Dornier, à laquelle je souscris, est donc la suivante. Voilà un couple qui a foutu le feu. C'est une métaphore pour le feu qui brûle les amoureux, le feu de l'amour, le feu du désir. Et en même temps, peut-être bien, les feux rouges de l'interdit. Parce que peut-être bien, puisqu'ils s'enfuient, puisqu'on les poursuit, peut-être bien que c'est un couple illégitime. Ça pourrait bien être un couple oedipien. Le père qui enlève la fille, ou le fils qui enlève sa mère. Ça pourrait être n'importe quel couple illégitime, un amant qui enlève la femme à son mari, ou à son père, puisqu'à l'époque, les pères étaient assez rigoureux sur la virginité de leur fille. Il était assez coutumier, jusqu'au XIXe siècle même, de mettre les filles dans des couvents pour leur éviter la défloration. Et on venait les chercher quand on avait trouvé un mari de bonne figure, c'est-à-dire avec bonne fortune ou bon titre, ou les deux, c'est encore mieux. Un couple illégitime, ça fait évidemment penser, c'est l'Oedipe. Et si le feu représente du coup le ça, c'est-à-dire le désir sexuel, ou l'amour, ça dépend de quel côté on se place, masculin ou féminin, désir sexuel côté masculin, amour côté féminin, c'est de toute façon un feu qui brûle, qui fait que il y a des poursuivants. Les poursuivants, ils peuvent être dans la réalité, autrefois, quand on enlevait les filles, ou aujourd'hui, parce que dans notre tête, il y a du surmoi.
qui nous dit que c'était pas légitime, donc il faut s'enfuir, voire combattre les poursuivants. Alors après ça, la caméra fait un zoom back arrière, à travers une meurtrière d'un mur très épais, une fente très étroite, à travers laquelle coule un goutte à goutte, puis rentre dans une pièce, fait volte-face pour nous montrer le visage de Sire Gauvin en train de dormir et qui prend un plein seau d'eau glacée dans la figure et il se réveille. C'était donc un rêve. Ça, c'est ce que j'avais compris. J'avais pas compris l'interprétation du rêve. Mais pourtant, ça rejoint des tas de choses que j'ai rêvé moi-même. Hein, cette histoire de coucher avec ma mère, mais le surmoi me l'interdit, ou coucher avec ma fille, et le surmoi me poursuit, même chose. Il me l'interdit si bien, le surmoi, que sachant que je m'intéresse surtout aux jeunes filles, eh bien, même si ce n'est pas ma fille, je sens l'interdit qui fonctionne parce que j'ai du mal avec ces filles-là. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre ma retraite et me consacrer à mes chères études de l'inconscient, notamment à travers le cinéma, et mes rêves toujours, bien sûr. Nous allons voir ensuite à quel point tout le film développe ce qui est en germe dans cette scène qu'on pourrait appeler scène primitive. La fente à travers laquelle la caméra fait un zoom arrière, bien entendu, je l'avais comprise comme un sexe féminin, une fente verticale à travers de laquelle il y a de l'humidité, ça coule goutte à goutte, et donc c'est à travers cela que l'on naît. Et oui, il s'agit de naître de cette fente humide. Et naître de qui? Nous l'avons vu dans la première scène que je vous ai décrite, de ce couple illégitime. C'est-à-dire quelque chose comme l'Oedipe. Est-il légitime, Gauvin? Vu qu'il mène une vie d'oisiveté, de beuverie, de luxure, a-t-il quelque légitimité à devenir chevalier, c'est-à-dire à naître au monde de la chevalerie, ce qui est une autre façon de naître, effectivement. Tout comme, après avoir fait une analyse, on a fait ce parcours aventureux et après on peut naître. En fait, c'est une naissance continue tout au long de la vie. Hein. D'autres peuvent le faire avec autre chose, encore une fois. Mais surtout, naître à quoi? Naître à la parole. Parce que c'est avec ma parole que je me représente, que je me fais naître au monde. J'existe pour le monde si je lui dis quelque chose de moi. Comment commence le film par la suite? C'est Noël, dans la grande salle du château. Arthur et Guenièvre sont sur le trône et président aux festivités. Ils sont couronnés de cette couronne avec une auréole derrière, comme s'ils étaient des saints. Et Arthur fait venir Gauvin auprès de lui, en lui disant, jeune Gauvin, je t'ai un peu négligé, je veux me rattraper, je veux te faire siéger à côté de moi. Mais, en échange, je te demande de me raconter une histoire qui t'est arrivée. Voilà, c'est donnant-donnant. Je ne te donne pas une place dans le monde si tu ne donnes pas quelque chose de ta parole. C'est-à-dire si t'es pas foutu de parler de toi. C'est ce que fait la psychanalyse, amener les gens à parler d'eux. Donc, raconter des aventures le soir au coin du feu, c'est ça qui faisait l'essentiel des distractions des gens de l'époque. Mais voilà, Arthur, il reste quoi? Il n'a rien à raconter. Qu'est-ce que c'est que sa vie? Il n'a fait que prendre du plaisir. Il était comblé de tous les bouts.
Alors, que peut-il offrir au roi pour mériter sa place à côté de lui et son titre de chevalier ? C'est là que la mère intervient, la mère de Gauvin. La mère de Gauvin qui est la sœur du roi donc. Eh bien, elle s'est installée dans un grenier, une salle au-dessus de la grande salle du château. Et là, elle prépare une cérémonie magique. Elle fait un feu en rond. Elle écrit des runes sur une petite plaquette en bois, c'est-à-dire un texte ancien. Elle inclut cette plaquette en bois dans un tissu qui va faire une ceinture verte, qu'elle donnera plus tard à son fils, en lui disant que ça le protégera. Et elle écrit une lettre. Elle écrit une lettre, elle la met en suspension au-dessus du foyer, la lettre s'enflamme et se retrouve comme par miracle dans les mains de la reine, juste en dessous. Mais dans les mains de la reine, elle n'y est pas arrivée quand même n'importe comment. C'est au moment où Gauvin se retrouve quoi et qu'il n'a rien à raconter, les grandes portes de la salle s'ouvrent et un chevalier entre sur son cheval, et c'est le chevalier vert. C'est un chevalier qui a une énorme hache, évidemment la hache des bûcherons, parce qu'il est comme un arbre. Il a un visage d'écorce, bien qu'il ait des yeux très vivants et très mobiles. C'est un arbre. Et c'est lui qui donne la lettre à la reine Guenièvre. Celle-ci lit la lettre, elle la lit d'une voix d'outre-tombe, qui n'est pas du tout la sienne. C'est plutôt une voix masculine, très grave, comme si c'était la voix du chevalier vert. Mais en fait, vu que c'est la lettre qu'a écrit la mère de Gauvin au-dessus, ce sont les mots de la mère. C'est la mère qui va mettre en scène tout ce qui va se passer. Parce que dans la lettre, il est décrit le défi du chevalier vert, qui dit « Qui ose me défier en combat singulier ? Et celui qui osera m'affronter en combat singulier, s'il me fait n'importe quelle blessure, je devrais lui rendre cette blessure dans 1 an, dans la chapelle verte au nord. » Un prêté pour un rendu. Et nous allons voir que tout au long du film, cette notion d'échange est fondamentale. Échange essentiellement de paroles. Car le chevalier vert précise, tout ça n'est qu'un jeu. Attention. On ne prend pas les mots pour des choses et on ne prend pas le jeu pour la réalité. Alors Gauvin, qui avait rien à dire, ça saute sur l'occasion en disant « Bah moi, je te défie. » Ok. Il demande une épée et c'est le roi qui lui confie la sienne, c'est-à-dire Excalibur. Ça, c'est une épée. Hein. Je vous rappelle que le roi Arthur l'a sortie soit de l'enclume, soit d'un rocher, c'est selon les versions de l'histoire, soit c'est l'épée qui lui a été confiée par la dame du lac, la dame qui vit au fond du lac. Et ça rejoint l'histoire d'Anna que je vous ai racontée la dernière fois, où elle allait chercher le phallus au fond de la piscine. Et ça rejoint les centaines de rêves que j'ai faits, où je vais moi-même chercher le phallus oublié, quelque part, dans une maison, dans un lac, dans un tonneau, dans une mer, dans un endroit en général humide. C'est-à-dire une métaphore du liquide amniotique. J'ai oublié le phallus à l'intérieur de maman. Et Gauvin, il a oublié aussi, puisqu'il n'a rien à prouver. Il ne peut pas montrer qu'il a un phallus. Il a beau se faire des meufs, mais non, être un chevalier, c'est autre chose. C'est montrer qu'on en a, comme on dit. Et c'est donc sa mère qui met en scène toute cette histoire de chevalier vert par un écrit, c'est des mots. C'est pas des choses. Même si ça se matérialise, c'est l'illusion elle-même, le chevalier vert, qui dit c'est un jeu. Comme un jeu vidéo, si vous voulez, ou comme un rêve.
ou comme un roman, ou comme un film. Hein, ce n'est pas la réalité. Néanmoins, c'est là que va se mesurer la valeur de la parole, la valeur en général des représentations. Voilà donc Gauvin armé d'Excalibur, prêt à affronter le chevalier vert, mais celui-ci ne bouge pas. Il a beau avoir une énorme hache, il la pose à terre, il penche le cou, comme s'il voulait qu'on lui tranche la tête. Gauvin est décontenancé par cette attitude, mais après tout, bon, il en profite et il tranche la tête du chevalier vert. Tout le monde l'applaudit, tout le monde se lève, c'est pourtant pas un gros exploit. Et en plus, à ce moment-là, moi, quand j'ai vu le film pour la première fois, je me suis dit, mais quel con! S'il lui tranche la tête, le jeu vient d'être nommé dans sa règle, il devra lui-même se faire trancher la tête par le chevalier vert dans un an dans la chapelle verte. Si j'avais été à sa place, je lui aurais fait une égratignure. Oui, mais une égratignure, c'est pas ça qui vous fabrique un chevalier. Il faut en faire plus. Il faut montrer qu'on en a et donc qu'on peut couper celle de l'autre, à savoir la tête, en métaphore de la castration. Pourquoi est-ce que je dis que couper la tête, c'est la métaphore de la castration? Parce que je l'ai vécu aussi dans des dizaines de rêves, voire des centaines, et que quand on coupe la tête à quelqu'un qui vous défie, c'est qu'on veut montrer justement qu'on a un zizi. Et que sinon, c'est l'autre qui me couperait la tête et qui montrait que lui, il en a. Il en a, c'est-à-dire il a du courage, mais donc il a aussi le mérite d'avoir du plaisir avec son zizi et de se reproduire. C'est-à-dire de faire des enfants qui auront quelques noblesses, qui auront quelque chose à raconter. Papa était un héros, ou papa était un génie, ou un grand compositeur, ou ce que vous voudrez. Enfin, un type qui a mené une vie d'honnête homme. Ça suffit, des fois. Hein. Mais il faut pouvoir raconter quelque chose de soi-même et de ses ancêtres. Le sexe est impliqué dans cette histoire. Alors, Gauvin passe pour un héros, mais voilà que le chevalier vert se relève, ramasse sa tête, remonte sur son cheval, et s'en va en rappelant, n'oublie pas, dans un an à la chapelle verte. Je crois même qu'il rappelle une deuxième fois que c'est un jeu. Pendant un an, Gauvin continue à mener la même vie qu'avant. Mais un peu dépressif quand même. Parce que il se dit que s'il veut tenir parole, s'il veut suivre les règles du jeu, il doit aller au devant de sa mort un an plus tard. Et pendant ce temps-là, les enfants de la ville se gaussent de lui parce qu'il y a un marionnettiste qui fait un spectacle comme ça sur les places de village, dans les places de Camelot, puisque c'est là que ça se passe, où on voit des marionnettes qui représentent Gauvin tranchant la tête du chevalier vert, avec des petites flamèches de tissu rouge qui figurent le sang qui gicle. Et ensuite, la roue tourne, l'automne, l'hiver arrive, et c'est le chevalier vert qui tranche la tête à Gauvin. Ça les fait rigoler, parce que ce n'est qu'une représentation. Les représentations, c'est fait pour ça. Et j'avais oublié de dire que la mère, lorsqu'elle faisait sa cérémonie magique au-dessus de la salle du conseil, elle avait commencé par réunir 2 plaques de bronze de la dimension d'une tablette de chocolat sur laquelle étaient représentés le roi et la reine sur leur trône. Autrement dit, le père et la mère. Mais en représentation. Et à partir de là, elle a écrit l'histoire, elle a écrit des runes sur la petite plaquette de bois à mettre dans la ceinture. Tout ça, on est dans les représentations, que ce soit les mots, la lettre écrite, ou les images,
l'entrée du chevalier vert en scène. Avec une grande hache. La hache, ça sert à battre des arbres. Et ça sert à couper les zizi. Ou à couper les têtes. Alors, justement, cette hache, il l'a laissée à Gauvin, le chevalier vert, comme s'il lui avait laissé en gage un phallus de substitution, à condition qu'il démontre qu'il est capable de s'en servir. L'automne arrivant, suivi de l'hiver, il faut bien que Gauvin se mette en route. Et il y va, pas très convaincu, pas très joyeux, mais enfin il se met en route vers le nord. Il traverse d'abord un immense champ d'arbres abattus. On se rappelle la hache qui sert au bûcheron. Il n'y a plus qu'un bûcheron qui s'active au milieu de tous ces arbres abattus, qui lui rappelle sans doute son destin. Et puis avoir traversé un bout de forêt, il arrive dans une nouvelle clairière énorme, où cette fois c'est plein d'hommes abattus. Il y a eu une bataille et tous les soldats sont morts. Vous voyez la correspondance, les arbres, les soldats. Les arbres, les hommes. Le chevalier qui est un arbre, le chevalier vert. Les arbres qu'on abat, comme des zizi, pour faire brûler dans la cheminée, pour être au confort quand on écoute les histoires racontées le soir au coin de la cheminée. Parmi tous ces cadavres de soldats, il y a quand même un adolescent qui est là, qui raconte que, à Gauvin, que son frère était parmi les soldats et que lui, il est resté auprès de sa mère, donc il n'est pas mort. De l'intérêt des mères qui protègent du combat, mais qui empêche les chevaliers d'avoir quelque chose à raconter. Vous voyez le paradoxe, hein? C'est comme une bande de Mébius. La mère, à la fois, retient son enfant dans les fils qu'elle tisse, parce que c'est elle qui tisse l'histoire, comme le cahier bleu dans Anna, le cahier bleu écrit par la mère, qui indique aux enfants tout ce qu'ils doivent faire. Elle leur indique leur destin, quoi. Et puis en même temps, la mère de Gauvin, cette fois, l'envoie, dans l'histoire qu'elle tisse, elle l'envoie à l'aventure, elle l'envoie conquérir son titre d'homme et de chevalier. C'est-à-dire, elle l'envoie couper les fils de la marionnette, qu'il est cependant en suivant les indications de sa mère. Mais c'est le paradoxe de toute femme, de toute mère, qui a ces deux indications contradictoires dans sa tête, garder son enfant auprès d'elle comme un phallus dont elle ne peut pas se séparer, et en même temps, l'envoyer à l'école, à l'armée, ou outre-mer, ou n'importe où, trouver une autre femme, pour accomplir son destin à lui, pas le destin qu'elle voudrait qu'il ait. Vous voyez ? Et c'est chez tout le monde avec des proportions diverses. Et c'est ce qui fait, ces proportions diverses, toutes les difficultés que j'entends des gens qui viennent me parler en tant qu'analyste. C'est ça. Ils viennent me demander eux aussi une nouvelle naissance, c'est-à-dire naître à eux-mêmes après avoir coupé les fils de marionnettes qui les reliaient non seulement à leur mère et à leur père. Parce que le père aussi a son rôle à jouer là-dedans, et c'est pas parce qu'il est le père qu'il a seulement le rôle du père, comme il est dit dans la théorie analytique, c'est-à-dire que c'est lui qui tranche entre l'enfant et sa mère. La mère aussi, elle peut jouer ce rôle. Et le père aussi, pour avoir des tendances maternelles qui fait qu'il aurait envie de garder ses enfants près de lui comme des phallus de supplément parce que le sien lui suffit pas. Il y a toutes ces nuances entre père, mère et enfant. C'est parfaitement bien mis en scène
par cette histoire de la mère de Gauvin. Gauvin, là, est encore triste, il était encore pas lui-même, parce qu'il ne fait que suivre les règles du jeu imposées par le chevalier vert, imposées par sa mère, mais qu'il a accepté. C'est là où il a le petit germe dû être lui-même. Et pour accepter les règles du jeu, donc devenir lui-même, il faut commencer par obéir à maman. Ce qui est un effet nécessaire à tout enfant. Il faut bien obéir à maman au départ pour apprendre à faire pipi et caca là où il faut, manger proprement, aller à l'école, etc. Il y a un départ, il s'est forcé, on doit respecter les règles du jeu imposées par maman, qui sont les règles de la civilisation. Et aller à l'école, et ainsi de suite. Mais ce n'est qu'un jeu. C'est-à-dire, on rentre dans les représentations, de plus en plus. Et de moins en moins, c'est de la réalité qui fait mal, de plus en plus, c'est de la représentation. Ou plutôt, c'est l'inverse. Plus c'est de la représentation, moins on est affecté par la réalité. On l'est quand même, bien entendu, mais moins c'est dramatique, moins c'est angoissant. La castration, quand on a compris que c'est une représentation, que c'est de l'imaginaire, c'est moins angoissant que quand on est persuadé que quelqu'un va venir avec une grande vache vous couper le zizi. Même chose pour la mort. Au fond, c'est jamais que la ponctuation de la vie, et il faut une ponctuation pour faire une phrase, parce que si je m'arrête pas à la fin de la phrase, si je débite tout sur le même ton, sans baisser le ton à la fin de la phrase ne veut plus rien dire. Ça devient extrêmement difficile de me suivre. C'est ce qui se passe un peu quand les gens lisent leurs papiers dans les conférences. C'est très ennuyeux parce que ils lisent sur un ton monocorde. La ponctuation fait défaut, ou en tout cas elle est atténuée. Donc Gauvin demande son chemin à cet adolescent qui vient de lui raconter qu'il a survécu grâce à sa mère. Et l'adolescent lui indique volontiers, il faut suivre la rivière après la forêt, blabla, se diriger vers le nord. Et Gauvin s'éloigne sur son cheval, tandis que l'adolescent lui crie « Mais vous ne me faites pas une gentillesse ? Ma parole ne vaut rien ? Les indications que je vous ai données, elles ne valent rien ?» Le chapitre s'intitule « Une gentillesse ». Il y a des cartons avant chaque chapitre écrits sur l'écran qui nous indiquent de quoi il va s'agir. Alors Gauvin prend une pièce dans sa bourse, il la jette à l'adolescent, qui la chope dans sa main droite, et il montre à Gauvin qu'en soufflant sur la pièce, il la fait réapparaître dans sa main gauche. Vous voyez que c'est un tour de passe-passe, et c'est comme un jeu. On retrouve la question du jeu, mais aussi la question du là ou pas là. La pièce est là ou elle n'est pas là. Enfin, elle est dans une main, elle n'y est plus, elle est dans l'autre main, mais elle pourrait ne pas y être. C'est la question du phallus, c'est la question de la tête coupée. C'est le rapport de jeu que le chevalier vert, donc la mère de Gauvin, avait mis en place pour fabriquer une sorte de jeu du Forda. La pièce est là, la pièce n'est pas là, la tête est là, la tête n'est pas là, elle n'est pas là, mais elle continue quand même à parler, c'est-à-dire que le phallus est coupé, mais on continue à penser qu'une femme a un phallus. Comme la pièce glisse de la main droite à la main gauche, le phallus peut glisser d'un corps à un autre. Il peut y être ou ne pas y être. Et c'est ce qui nous permet de raconter des rêves, c'est-à-dire de raconter des histoires. Parce que dans les histoires, ce qui n'est pas là devient présent.
La roue du petit théâtre représente le temps qui passe sur une année, toute la structure de l'histoire reposant sur cette question du temps qui passe et qui ramène le même événement en miroir. C'est ce qui se passe à peu près pour tout le monde, c'est-à-dire chacun se demande est-ce qu'au fond je ne suis pas en train de reproduire les traumas de mon enfance? Toute la question de l'histoire qu'on raconte, c'est ça. Est-ce que ma vie n'est pas faite du fait que ma vie raconte ce que j'ai déjà vécu? D'où l'impression de déjà vu, sur laquelle s'interrogent pas mal de gens. Alors après cet échange de paroles contre argent, Gauvin se fait attaquer dans la forêt par des malandrins dont le chef est évidemment l'adolescent, qui lui explique que la pièce, c'était pas assez. Sa parole, elle valait plus que ça. Et donc, il dépouille complètement Gauvin, menaçant de lui couper quelque chose dans le bas, et ce n'est que, en fait, la ceinture verte qu'il va découper. Et il va s'en emparer. Je rappelle que c'était la protection que sa mère avait donnée à Gauvin. Et le voilà, muni de la hache du chevalier vert, s'enfuyant sur le cheval de Gauvin. Toutes les bonnes histoires ont la même structure, et je repense à l'histoire d'Antigone, qui elle aussi va vers sa mort, puisqu'elle veut enterrer son frère, que Créon avait interdit qu'on enterre, et sous peine de mort. Donc, en enterrant son frère, elle sait qu'elle va vers sa mort, comme Gauvin sait qu'il va vers sa mort, puisqu'il a mis en place lui-même, de son choix, en tranchant la tête du chevalier vert, il a mis en tête sa propre tête. Ce que fait aussi Antigone. Je rappelle que Lacan en fait l'exemple même de la pulsion de mort, alors que moi, j'en fais l'exemple même du narcissisme, parce que c'est pour se prendre pour une héroïne que Antigone fait cela, et c'est pour se prendre pour un chevalier que Gauvin va vers la chapelle verte, vers sa mort, vers son destin. J'ai dit toutes les bonnes histoires parce que j'ai trouvé que le dernier James Bond, c'était pas une bonne histoire. Même si il est question d'aller vers sa mort, James Bond dans tous ses films, il passe son temps à frôler la mort et à en réchapper de justesse. Et c'est ça, je crois, qui intéresse le public. C'est-à-dire que nous tous, on sait qu'on va vers la mort et on y échappe de justesse jusqu'à ce qu'on n'y échappe plus. Mais là, il n'y a que poursuite, baston, poursuite, dans des situations complètement invraisemblables, qui, à mon avis, ne tiennent pas, contrairement aux situations évoquées dans Le Chevalier Vert ou dans l'histoire d'Antigone. Camelot d'Alexandre Astier est aussi une histoire inspirée par les Chevaliers de la Table Ronde. Eh bien, je trouve que ça ne tient pas du tout non plus, parce que le scénar n'arrive pas à rejoindre ce que j'ai dit de la structure humaine. Ce n'est que tentative de situation comique sur situation comique qui ne m'a jamais arraché un seul sourire, parce que tout est sur le même modèle, qui est en gros Alexandre Astier, le roi Arthur, est le seul intelligent dans un monde d'abrutis. Alors la parole de l'adolescent qui a indiqué son chemin à Gauvin, Gauvin l'a pris pour de rien, comme sa propre parole à lui. Et il se retrouve saucissonné. La caméra fait un panoramique dans la forêt, revient sur lui saucissonné auprès d'un arbre, mais c'est devenu un squelette. Ah, si tant de temps que ça a passé. Dans les critiques que j'ai lues, ça peut être interprété comme dans un autre univers, comme dans les jeux vidéo, vous savez, on peut passer d'une solution à une autre. Je choisis tel chemin, je choisis tel autre. Eh bien, dans cette histoire-là, Gauvin est mort. Mais la caméra refait un panoramique et revient sur Gauvin, toujours saucissonné, mais vivant. Ah, c'est un autre chemin de l'histoire. De l'histoire. Mais dans ce chemin-là, il va continuer sa quête. Un peu comme sa quête du Graal, à lui. Qui est la quête de sa propre parole. Hein. Tout simplement, c'est ça le Graal. Être quelqu'un en tant que je parviens à parler de moi-même.
Là aussi, valeur de la parole, si je ne fais que parler des autres, c'est pourquoi dans mes écrits et dans mes vidéos, je ne parle que de moi. Et là, à travers ce film, je m'y suis tellement reconnu que je ne parle aussi que de moi. Et de mon moi profond. Je ne parle pas de ce qui m'est arrivé chez la boulangère, que je peux raconter aussi, mais ça n'a pas de valeur, quoi, ou du temps qu'il fait. Ça, c'est un truc que j'ai reproché beaucoup à mes parents, qu'ils étaient infoutus de parler d'autre chose que du temps qu'il fait, et des petits incidents de la vie quotidienne. Bref. Mais surtout, ils n'accordaient aucune valeur à ma parole. Donc moi aussi, dans beaucoup de rêves, je les ai saucissonnés et dûment découpés en morceaux. Bon, là, heureusement, il n'est pas découpé en morceaux, Gauvin. Et il est en quête de la valeur de sa parole, c'est-à-dire sa valeur de lui-même. Le jeu proposé par sa mère et le chevalier vert, c'est ce qui va lui permettre d'acquérir son jeu. Je parle. J'ai fait telle et telle chose qui ne valent que parce que je les raconte. Après cela, Gauvin rencontre, carton sur l'écran, Sainte Winfred. C'est-à-dire qu'il arrive vers ce qui semble une ferme abandonnée. À l'intérieur, il n'y a personne, tout est recouvert de poussière, des objets sont cassés, il y a dû y avoir une lutte. Mais voilà que il rencontre une jolie jeune femme qui est donc Sainte Winfred, qui lui dit « Je veux bien t'aider, t'héberger dans ma maison, t'indiquer ton chemin demain matin, mais il faut que tu me donnes quelque chose en échange. » Toujours pareil, les humains entrent en relation par l'échange. Lorsque c'est pas réciproque, il m'est arrivé de rompre des relations avec des amis, voire avec des maîtresses, parce que c'était toujours elles ou eux, les amis, qui parlaient et s'intéressaient jamais à ce que je disais. C'est-à-dire, j'y retrouvais ce que j'avais vécu avec mes parents. Donc pour moi, ma parole n'ayant pas de valeur, je ne pouvais pas valoriser ma parole, donc moi-même, auprès de ces gens. C'était eux qui trouvaient valorisation d'eux-mêmes auprès de moi. Donc c'est un échange déséquilibré. Ça ne me va pas. En psychanalyse, l'échange est aussi déséquilibré, mais je reçois de l'argent en échange. Et parfois, je parle de moi en échange. C'est aussi dans ce registre-là. Il est indiqué que, dans les canons de la psychanalyse, que l'analyste doit rester absolument neutre et ne jamais parler de lui. Donc moi, je m'inscris en faux dans cette histoire, parce que je pense qu'il y a cette histoire de chevalier vert qui est un reflet de moi-même. Et à la gentillesse qu'on me fait de me raconter des histoires, je suis comme le roi Arthur, j'aime qu'on me raconte des histoires, je peux raconter quelquefois une histoire de moi, de manière courte, de façon à laisser la primauté à l'analysant, sachant que l'autre moitié du paiement, c'est justement de l'argent. Mais si ce n'est que de l'argent, alors ce n'est pas assez. Je suis comme l'adolescent où je pense que l'analysant est comme l'adolescent, il n'est pas assez payé en retour pour l'argent qu'il me paye. Il doit y avoir un échange de sujet à sujet, d'image à image. Et souvent, j'interviens effectivement pour dire « Bienvenue au club, ce que vous avez vécu là, je l'ai vécu aussi à ma manière. » Et je peux le raconter en une ou deux phrases pour ne pas prendre tout le temps de la séance. Vous voyez que le chemin de la quête du Graal, finalement, c'est aussi le chemin d'une analyse. Bon, d'autres personnes peuvent retrouver leur Graal autrement que par une analyse. Par le fait qu'ils écrivent, qu'ils composent de la musique, qu'ils deviennent grands chevaliers de la finance, n'importe quel métier, très habile à la ébénisterie. Pourquoi pas? Pourvu
que je puisse dire je suis fier de ce que j'ai fait. Et je suis content de la vie que j'ai menée avec un tel, une telle, et des enfants que j'ai fait. Toujours dans le registre de l'échange. Donc Winifred demande un échange. Elle demande quoi? Je voudrais que tu me retrouves l'objet que j'ai perdu dans le fond du lac. Et elle explique que des années auparavant, elle a failli se faire violer par un chevalier dont on pourrait imaginer qu'il s'agit de Gauvin quand même. Et je me suis défendu, dit Winifred, et il m'a coupé la tête. Il a jeté la tête dans l'étang. Depuis, je suis en quête, moi aussi, de ma tête. Va me rechercher ma tête dans le fond de l'étang. Et là, on retrouve encore une fois ce fantasme, dont vraiment on voit qu'il est structural. Aller chercher quelque chose qui manque dans un endroit liquide, c'est-à-dire dans le liquide amniotique. Aller chercher, pour moi, c'était le phallus dans le ventre de maman. Pour Winifred, c'est sa tête, mais on a déjà vu l'équivalence de la tête coupée avec le phallus coupé. Donc Arthur plonge et va chercher la tête. Il trouve une tête complètement décharnée, c'est-à-dire une tête de mort, quoi. Il la ramène au bord de l'étang et elle n'est plus là, parce qu'il s'agissait d'un fantôme, bien entendu. Et un fantôme, c'est quelqu'un, justement, qui est à la fois là et pas là. C'est un mort qui n'est plus là, mais qui revient, qui est là. De toute façon, un mort, c'est ça. C'est quelqu'un qui est absent alors qu'il a été présent. Et c'est exactement la même structure que celle du phallus, qui peut être à la fois présent et absent. Vous voyez toujours la correspondance entre le phallus et le corps dans sa totalité, qui peut être considéré comme phallus de la mère. Tout ça, c'est l'histoire de présence-absence, c'est-à-dire le symbolique comme tel. Parce que se représenter quelqu'un en son absence, c'est une représentation, c'est le symbolique. Et qu'est-ce que raconter une histoire? C'est mettre en jeu le symbolique, c'est faire vivre pour les auditeurs une action qui n'est pas là, qui a été dans le passé, j'ai vécu telle et telle chose, et voilà, c'est le principe même de la psychanalyse, faire jouer le symbolique, qu'on peut faire jouer encore une fois d'un tas de façons différentes, en fabriquant des objets, des romans, des films, des musiques, des meubles, ou n'importe quoi, des enfants. Puisqu'un homme aura plus tendance à fabriquer des choses dans la réalité, style des objets, tandis qu'une femme aura plus tendance à être fière de ses enfants. Chacun fabrique ce qui est à sa portée. Puisque pour l'homme, fabriquer des objets ou des actions héroïques, avec son épée, métaphore du phallus, c'est se prouver qu'il a un phallus, c'est le prouver au monde, c'est se prouver qu'il est dans le symbolique. C'est par quelque chose d'autre qu'il démontre qu'il a un phallus présent et non pas absent. Mais ça suppose l'absence. Notamment cette absence qui fait que dans la métaphore, c'est-à-dire les objets que je fabrique, les actions dont je suis fier, eh bien ça, du simple fait que c'est de la métaphore, c'est le symbolique qui est en jeu, c'est-à-dire l'absence. Le phallus n'est pas présent en organe dans tous ces trucs que je fais pour faire valoir mon phallus. C'est la question de la valeur identique à la valeur de la parole, la valeur symbolique. Donc, Gauvin ne voit plus le fantôme de Sainte Winifred, mais dans la chambre, il trouve un squelette sous les draps,
Un squelette auquel il manque la tête, donc il n'a plus qu'à replacer la tête à son endroit. La personne est absente, mais il a recomposé le corps tel qu'il devrait être, c'est-à-dire sans absence. Absence de quoi? De phallus ou de tête, c'est la même chose. Suit un épisode qui s'appelle un interlude. Gauvin a perdu son cheval, qui s'appelle Gringalet d'ailleurs. À mon avis, c'est une allusion aux Rocinante de Don Quichotte, qui lui aussi est en quête d'un titre de chevalier, de grandes actions, pour mériter d'avoir quelque chose à raconter. Il a perdu son cheval, il a froid, il a faim, il pleut, il bouffe des champignons qu'il trouve là, parce qu'il n'a rien trouvé d'autre. Il vomit, il s'avère que c'était des champignons empoisonnés, voire hallucinogènes. Parce qu'à partir de là, voilà qu'il voit derrière les montagnes, quoi? Des géantes qui défilent, toutes nues, et le crâne rasé. Des géantes toutes nues, c'est quoi ce truc-là? Alors, il les interpelle du haut de la montagne où il est monté, parce qu'elles sont pratiquement à sa taille, mais elles défilent dans la vallée. Porte-moi, j'ai froid, j'ai faim, je suis fatigué, je suis épuisé, porte-moi sur ton épaule pour faire un bout de chemin. Il y a une des géantes qui approche la main, peut-être pour le saisir, mais cette main est tellement énorme que Gauvin a peur et qu'il s'enfuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, sinon des mamans? Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Don Quichotte, les géants qui sont les moulins à vent de Don Quichotte, ce sont des figures des parents. Quand on est petit, les parents sont des géants. Et là, la mère toute nue, bah oui, je dis la mère parce que c'est ça. C'est le souvenir que je pense avoir de ma mère. J'ai dû prendre des bains avec elle. Je n'en ai pas le souvenir conscient, mais j'ai retrouvé le souvenir inconscient dans des rêves. Au sens de mes hallucinations de noir et de blanc, dont j'ai déjà parlé bien des fois. J'ai plus ces hallucinations puisque j'ai compris qu'il s'agissait des poils pubiens de ma mère opposés à la peau blanche. Cette opposition venait remplacer, métaphoriser, la présence-absence du phallus. Là où je m'attendais à en voir un, je n'en avais pas vu un. C'était ce qui m'avait traumatisé. Et c'était donc une vision que j'avais rejetée à l'extérieur. C'est-à-dire, on peut appeler ça moment psychotique chez moi. Et donc je peux dire, quand j'entends quelqu'un qui me parle de ses hallucinations, je peux lui dire aussi, bienvenue au club, moi aussi j'ai eu ça. Donc il n'y a pas à s'affoler plus que ça. Après tout, on peut vivre avec, ou même s'en débarrasser quand on en comprend le sens. C'est-à-dire qu'on comprend que ce n'est que des images. Présence, absence. L'image n'est que l'image de l'objet, la représentation de l'objet. Ce n'est pas l'objet comme tel. Donc c'était un souvenir que j'avais profondément refoulé, mais c'était l'époque où pour moi ma mère était drôlement une géante. D'où ça se retrouve dans tellement de contes et légendes, des combats contre des géants, et là c'est encore plus clair, c'est des femmes à poil, les géants. Avec le crâne rasé, c'est-à-dire qu'on leur a coupé quelque chose. Ça ne peut que frapper une femme au crâne rasé. On ne voit pas leur sexe dans le film de Laurie. Mais on voit que le crâne a été rasé, on leur a coupé quelque chose. C'est une métaphore. Et c'est ça que Gauvin, puisque c'est une hallucination de Gauvin qui répond à mon hallucination, c'est ça qui effraie. Non pas le fait qu'elle veuille le saisir, peut-être pour l'écraser, ou pour le porter, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est porteur, puisqu'il demande à être porté, de l'idée de castration. C'est pas possible. Là, il manque quelque chose. Voilà. C'est aussi dans cet interlude que, réfugié dans une caverne, tiens, peut-être encore une métaphore de l'utérus,
il se fait ami du renard qui le suivait depuis un moment. Et ce renard va le suivre à partir de là comme un chien. Et c'est lui qui va, alors qu'il est très près d'approcher la chapelle verte, là j'anticipe un peu sur le récit, ce renard va se mettre à parler d'une voix de vieillard et lui dire « Ne va pas plus loin, tu cours au-devant de ta perte ». Vous voyez, c'est une figure du surmoi. Alors que on pourrait penser que, de notre point de vue, le renard, c'est notre côté animal, celui qui nous fait, nous les mecs, nous jeter sur une meuf parce qu'on n'en peut plus, on a absolument besoin. Et c'est ce qui fait que Gauvin a peut-être violé Sainte Winifred dans le passé. Ce qui est dans le registre de toutes les amours illégitimes, c'est illégitime quand c'est maman ou quand c'est fifi, quand c'est papa pour une fille, mais c'est aussi illégitime quand la parole de la fille n'est pas respectée. Valeur de la parole, encore une fois. Hein? Et la sanction de toutes ces illégitimités, c'est la castration. Et c'est tellement angoissant, la castration, que c'est ça qui peut pousser des mecs à se jeter sur une fille sans tenir compte de son consentement. Parce qu'il s'agit, il y a un défi là, comme le défi du chevalier vert, il y a une meuf et son trou dans le corps appelle absolument le bouche-trou, c'est-à-dire le phallus. C'est impossible de résister. Sinon, c'est l'angoisse de castration. Ça excuse rien du tout, hein. C'est juste une explication. Et donc, il y a des gens qui savent quand même respecter la parole de la femme, d'autres moins. Et d'après ce qu'on voit ces temps derniers, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne peut l'imaginer. Ce renard, on le verra plus tard dans des tapisseries ou des enluminures de livres, je ne suis pas sûr, qui sont des images style Moyen-Âge où c'est une chasse. D'un côté, c'est une chasse à courre, c'est un renard qui est chassé, tradition qui perdure encore en Angleterre de nos jours. Et ça va dans ce sens-là, hein, les chasseurs ici, le renard là. Et on revoit presque la même image un peu plus tard, les chasseurs ici, et là, non plus un renard, mais un homme. Cette fois, c'est l'équivalence homme-renard. C'est-à-dire, sans mon côté animal, je ne suis pas moi-même. Et le côté animal, c'est aussi bien la pulsion du ça, qui me fait me jeter dans le désir sexuel, que le surmoi qui me retient. Vous voyez à quel point ça et surmoi sont intriqués. Ça, j'ai eu vachement de mal à le comprendre, notamment quand je l'ai lu dans Freud, parce qu'on ne le comprend qu'à force de le travailler pour soi-même. Que le ça se nourrisse du surmoi et le surmoi du ça, comme une bande de Mébius, qui ne dit pas la même chose, mais qui en même temps est la même chose. Gauvin va se précipiter vers sa mort, mais c'est pour devenir quelqu'un. Le surmoi lui dit de ne pas y aller, alors que son autre surmoi, celui de sa mère, lui dit d'y aller. Le surmoi aussi comporte des nuances. Et le ça également, parce qu'on a des désirs, on peut avoir des désirs différenciés, sachant que la source du désir reste l'angoisse de castration qui doit se muer en plaisir par le bouchage du trou. Soit par le zizi, soit par un enfant. Les hommes, c'est plutôt avec le zizi, les femmes, c'est plutôt avec l'enfant, mais il faut en passer par le zizi. Le renard parle, valeur de la parole. C'est-à-dire que l'animalité, elle peut arriver à parler aussi. L'animalité en nous, c'est-à-dire ce qu'on n'ose jamais dire. Je dis l'animalité en nous, ça n'a rien d'animal dans le fond. Hein, parce que les animaux,
La castration, je crois qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leur problème, c'est les hormones. Quand ils sont en rut, il y a copulation et basta. Alors que l'humain est à peu près le seul animal qui est perpétuellement en rut. Mais qui peut s'arrêter sur le fait d'une parole. Alors que les animaux, il faut la leur couper pour qu'ils s'arrêtent. Voilà. Donc tout ça n'a rien d'animal, mais c'est la façon dont les hommes ont métaphorisé ce qu'ils ressentaient comme immaîtrisable en eux, c'est-à-dire l'inconscient qui est fait de quoi? De phallus et de castration. Et d'enfantement, donc. Valeur de la parole. Or donc, arrive dans un château qui est celui de Bertilac de Haut-Désert, qui vit là avec sa femme, qui a les traits de Essel, la femme qu'il aimait bien et qui travaillait dans le bordel du début du film. Mais cette fois, c'est une noble dame. Une noble dame est extrêmement cultivée. Elle a une bibliothèque phénoménale. Et elle lui raconte qu'elle a tout lu et elle a transcrit un certain nombre de manuscrits qu'elle a donc recopiés, puisqu'à l'époque, l'imprimerie n'était pas inventée. C'est donc une femme très érudite et elle lui tient un discours extrêmement érudit sur ce qu'est la littérature, les beaux-arts, la mort. Elle l'interroge sur la couleur du chevalier vert. Et Gauvin donne une hypothèse que ça pourrait être l'équivalent de la pourriture sévère, quand il y a de la mousse qui vient sur les arbres morts. Effectivement, puisque la seule chose qu'il sait, puisqu'il ne sait rien de la castration, c'est qu'il va vers sa mort. Chevalier vert, équivalent de pourriture, mousse, mort. Bref, c'est un échange intellectuel extrêmement pointu qui se déroule là, et qui est bel et bien dans le roman du Moyen-Âge, où il est indiqué que parfois les femmes ont une place beaucoup plus importante qu'on ne pourrait le croire. La parole de cette femme a énormément de valeur, vu à quel point elle est nourrie de quoi? De toute une mémoire. Et là, on retrouve la métaphore psychanalytique, la métaphore de l'inconscient, c'est la mémoire. La mémoire qu'on ne veut pas savoir. Les livres, c'est plutôt une mémoire consciente, mais ça peut faire métaphore pour la mémoire inconsciente. J'ai trouvé moi-même ça dans mes propres rêves. Et justement, cette dame fait cadeau d'un livre à Gauvin, un livre de poèmes d'amour. Puisque c'est Noël, ça va être Noël, elle lui fait cadeau de ce livre. C'est déjà un bel objet. Et en échange, elle lui demande un baiser. Et de poser pour elle. Et elle fait son portrait d'une manière tout à fait inouïe, en se servant d'un effet de chambre noire. Vous savez, on fait passer la lumière à travers un tout petit orifice, qui pourrait rappeler celui de la fente initiale du début du film, à travers lequel on voyait la scène primitive. Et l'image de l'objet qui est éclairé de l'autre côté du mur se retrouve projetée sur le mur d'en face, à l'envers. C'est une expérience qu'on peut faire très facilement. Et à la Renaissance, beaucoup de peintres se sont servis de chambres noires, comme ça, pour peindre exactement l'image qui était renvoyée sur le mur, en la peignant à l'envers, évidemment, mais puisque le souci de l'époque était d'être le plus proche possible de la réalité. Et en tant qu'aristocrate, neveu du roi, au début du film, dans son oisiveté, on a vu Gauvin se faire portraiturer par un artiste, dans une noble pose, mais dont on sent bien qu'elle est un peu affectée. Genre, voyez comme je suis noble, voyez comme je suis un chevalier. Alors que là, la photo, parce que c'est une photo, que fait cette femme
est une photo à l'envers, en noir et blanc, parce que c'est les techniques de l'époque. Elle est très avancée pour l'époque néanmoins. Il est beaucoup plus grave, beaucoup plus en chair, même si c'est une image, même si c'est en noir et blanc. Mais on voit bien que ce qui est en jeu, à travers toutes ces représentations, c'est la représentation faite à travers un trou, parce que si le corps est fait à travers du trou de la mer, ensuite il s'agit de se faire sa propre image en faisant son trou dans la société, en trouvant sa place. La place, c'est un trou. Voilà qu'elle lui offre une place. Et effectivement, elle cherche à le séduire à tout prix, parce qu'un baiser ne lui suffit pas. Elle lui propose un cadeau, le cadeau c'est elle, évidemment, et il découvre à ce moment-là qu'elle a autour de la taille la ceinture verte. « Où avez-vous eu ça ?» lui demande-t-il, et elle répond « C'est moi qui l'ai faite. » Et c'est là qu'on comprend que l'histoire de Gauvin, c'est tout simplement l'histoire d'Œdipe, parce que sous une forme rajeunie et dissimulée, c'est la mère avec laquelle il fait l'amour cette fois-ci. En fait, la photographie qu'elle fait de lui est une photographie de l'inconscient par laquelle il comprend que son histoire est celle d'Œdipe. Et donc, il a une éjaculation précoce, parce qu'il a dit « c'est interdit, c'est pas bien ». Et elle a insisté tant qu'elle a pu « veux-tu cette ceinture, veux-tu cette ceinture ?» jusqu'à ce qu'il dise « oui, je la veux ». Et c'est à ce moment-là qu'il jouit. Et au lever, il retrouve aussitôt cette figure fantomatique, les yeux bandés, qui rappelle sa mère en train de faire le rite magique avec les yeux bandés. Et alors Essel, la noble dame, laisse tomber la sanction, tu n'es pas un chevalier. Alors il s'enfuit, en n'oubliant pas sa hache, celle du chevalier vert, car ne l'oublions pas, au fond, tout ceci se déroule dans sa tête. C'est là que j'ai compris que la noble dame lui avait enlevé le grelot qu'il avait autour du cou, grelot donné par Essel, la femme qui était amoureuse de lui au début de l'histoire. Grelot, témoignage de l'amour. Et aussi, symbole de ses coucougnettes, que donc la mère, déguisée en noble dame, qui est également Essel, lui arrache d'autour du cou. Donc, encore raté pour le pauvre chevalier. Il n'a pas pu prouver qu'il était un chevalier, un homme muni d'un phallus qui marche correctement. Le sire, pendant ce temps-là, était à la chasse. C'est ce qui a permis à la dame de le séduire. Il était à la chasse, ayant dit à Gauvin « Je t'admire, tu es un grand chevalier, tu es un héros, etc. Je vais aller à la chasse et je t'offrirai la plus belle pièce que j'ai prise. » Et en échange, on est toujours dans le registre de l'échange. C'est jamais un don gratuit. En échange, tu me donneras ce que tu as trouvé de plus beau dans ma maison. Et Gauvin lui répond tout de suite, mais je ne peux pas te donner quelque chose que j'ai trouvé dans ta maison, puisque tout ce qui est dans ta maison est déjà à toi. Et à ce moment-là, il ne sait pas que ce qu'il aura trouvé de plus beau dans la maison, c'est sa femme. C'est la seule chose qu'il ne peut pas lui donner. Effectivement, il n'aura pas pu la prendre, donc il ne peut pas la lui donner. Et en partant du château, la queue basse, il rencontre le sire qui vient d'abattre une énorme bête qui de loin ressemble à un sanglier avec un peu plus de défense au niveau du groin. Et moi, m'a fait penser au diable. Ce que je vous parlais tout à l'heure à propos du renard, c'est-à-dire de l'animalité, le diable en nous. Lui, il vient de l'abattre. Il respecte sa parole et il donne sa meilleure prise à Gauvin. Mais peut-on donner le diable à quelqu'un? De même qu'il ne peut pas lui rendre sa meuf, lui ne peut pas donner le diable puisqu'on l'a déjà tous en chacun de nous. Exactement comme Gauvin avait dit, c'est déjà ce que nous possédons. C'est-à-dire la présence-absence du phallus qui nous meut dans la vie, qui nous oriente dans notre destin, vers notre chapelle verte, à nous, chacun la sienne.
Alors dans cette rencontre, le Seigneur vient à la fois lui rappeler la loi, c'est-à-dire tenir la parole de l'échange, la plus belle prise de ma charge contre ce que tu as trouvé de plus beau dans mon château, mais en même temps, il vient lui dire, il y a quelque chose que je peux te prendre. Et là, c'est plus de l'échange. Et il signe cette proposition d'un baiser sur les lèvres. C'est-à-dire que l'Oedipe, puisque lui c'est un représentant du père, l'Oedipe c'est aussi l'Oedipe avec le père, c'est-à-dire de la libido sexuelle orientée vers le père. Et cette fois c'est Gauvin qui détourne la proposition et s'en tient à ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il repart vers son destin. La photographie de Gauvin n'aurait pas été complète si elle n'avait pas compris aussi l'Oedipe inversé. Et d'ailleurs, le renard dont je vous parlais tout à l'heure a été capturé par le sire Bertilac de Haut-Désert. Il l'a dans un sac, il le rend à Gauvin à la place de la bête qu'il a tuée, qu'il n'aurait pas pu emporter tellement elle est énorme de toute façon. Et c'est comme ça le renard qu'il possédait déjà lui revient. Et au fond, c'est aussi le parcours d'une analyse où ce qui est fait est rendre à la personne ce qu'elle a déjà, c'est-à-dire dans le fin fond de sa mémoire, c'est-à-dire les représentations qui sont dans l'inconscient, profondément refoulées. Restituer son jeu, restituer une image à travers le petit trou de la scène primitive pour renaître avec l'ensemble de son patrimoine, l'ensemble de son bagage, et non pas des bagages qu'on a mis à la consigne en disant « c'est refoulé, je ne veux pas le savoir ». On est bien plus à l'aise quand on sait ce qu'on a dans ses bagages. Ils sont bien plus légers à transporter, du coup. Après cet épisode, Gauvin arrive à la Chapelle Verte, enfin. On le voit y parvenir comme à l'entrée d'un orifice vaginal, retour à la mer, comme il y était parvenu déjà à la maison de Sainte Winifred et ensuite au château de Haut-Désert. Elle est en ruine, envahie par le ver, par les lianes, les racines, et au milieu trône le chevalier vert endormi. Il se passe de longues minutes avant que le chevalier vert se réveille, ne serait-ce que pour qu'on comprenne que tout ça se passe pendant le sommeil. C'est des traductions de rêves, où nous avons l'illusion, comme le cinéma s'en donne le rôle, de donner l'illusion de la réalité, mais c'est une illusion, c'est du rêve. Tout comme la castration, c'est une illusion. Tout comme faire l'amour avec maman ou papa, c'est une illusion. Mais qui est de la force. Valeur de la représentation. Quand il se réveille, le chevalier vert félicite Gauvin. Tu as tenu parole, tu es venu. Es-tu prêt? Mets-toi à genoux. Et il soulève sa hache. Et Gauvin s'agenouille, mais très à contre-cœur, très effrayé. Et au dernier moment, il arrête la hache, il dit « Non, attends un peu. » Et là, on voit défiler dans sa tête, mais c'est de nouveau une illusion, c'est à nouveau un rêve, et le cinéma nous le montre comme si c'était la réalité. Gauvin voit le destin qui s'annonce. Il rentre chez lui, la tête basse, parce qu'il n'a pas tenu parole, il ne s'est pas fait couper la tête. Il a un enfant avec Essel, la femme du bordel. Il la répudie, parce que c'est pas une femme pour un roi. Le roi meurt, il prend sa place sur le trône, il prend Excalibur, mais il est mélancolique, ça ne va pas. Son enfant grandit, sa femme meurt, il y a la guerre, son fils est tué à la guerre, il a perdu la bataille, son royaume est ruiné.
et il n'a plus qu'à mourir. Il a passé toute sa vie la queue basse. Il voit tout ça, ce destin. Et oui, il dit non, je vais tenir parole. Et il dit au chevalier vert, ok, vas-y, tu peux me trancher la tête. Bon, il ne le dit pas comme ça, c'est plus noble. Alors le chevalier vert lui dit, c'est bien. Il brandit sa hache, et cette fois, il la laisse de côté. C'est lui qui ne coupe pas la tête de Gauvin, faisant ce que Gauvin aurait dû faire depuis le départ, c'est-à-dire s'éviter des problèmes. Mais tout simplement, il lui dit « Bien joué !» parce que ce n'était qu'un jeu. Tout ça était dans la représentation, et c'est ce qui te permet de gagner ton jeu parce que tu as respecté ta parole. Et respecter ta parole dans la représentation, la parole est une représentation, ne nécessite pas que je te tue dans la réalité. Ce que tu as tué, c'est l'illusion de la réalité. L'illusion que le fantasme est une réalité, que le jeu est une réalité. Vous avez sûrement fait cette expérience. Les enfants adorent jouer et ils adorent gagner. Ils jouent pour gagner. Et celui qui gagne pousse des cris de joie et il court dans tout l'appartement. Et celui qui a perdu fait une sale gueule et va pas être bien de la soirée. J'ai vu ça avec mes petits-enfants, les deux frangins. Et ça met très longtemps avant de se calmer. Et quand ça se calme, c'est par refoulement. C'est pas parce que on est devenu adulte, on est grand, ça va, on va plus faire des histoires. Ce n'est qu'un jeu. Oui, ce n'est qu'un jeu, mais c'est refoulé. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de se refouler, ça continue à avoir des effets désastreux dont on ne sait pas d'où ils viennent parce qu'on ne veut pas savoir. On préfère se dire « Ouais, j'adore mon frère et en fait, ce n'est qu'un jeu, je vais jouer ». Dans le fond, il y a une vraie rivalité qui est de l'ordre de la réalité. S'en rendant compte, ça permet de mieux vivre avec. Je dis pas ça permet de l'éradiquer. Ça reste là, le passé est le passé. Et une hostilité peut être atténuée, mais pas forcément. Si, elle peut parfois être remplacée en amour. Mais c'est un amour vache. Enfin bref, il y a plein de cas de figure, chacun son destin. Et effectivement, le chevalier vert dit à Gauvin, tu es aux portes de ton destin. Maintenant, comme Anna dans le précédent film, une fois qu'elle a perdu le cahier de sa mère, maintenant, tu peux vivre ta vie. Tu peux dire « je ». Tu n'es plus dans les paroles de ta mère. Il ne le dit pas comme ça, hein, ça c'est mon interprétation. Si chez Anna c'était le cahier bleu, chez Gauvin c'est la ceinture verte. On voit quand sa mère le lave à son retour de la chapelle verte qu'il a encore la ceinture, qu'il ne l'a pas enlevée. Et dans son fantasme de ce que va être sa vie s'il ne tient pas sa parole, on voit que ça ne va pas du tout avec sa nouvelle femme au lit, parce qu'il a gardé la ceinture verte. Hein. Il est toujours en relation avec sa mère, donc il ne peut pas être en relation avec une femme. Sur la fin de sa vie, quand il s'aperçoit que tout est raté, on le voit arracher la ceinture verte comme s'il s'arrachait les tripes, au point que ça lui laisse un véritable trou dans le corps. Et c'est cela même qui lui fait changer d'avis. C'est-à-dire qu'il va accepter son destin. Oui, je suis prêt, tu peux me couper la tête. Et juste avant de le faire, c'est là qu'il dénoue la ceinture verte. Et il n'a pas besoin de faire comme s'il s'arrachait les tripes. Et à la toute fin, après le générique, faut être patient, on voit la petite fille qui joue avec la couronne de son papa. Cette couronne qui a une auréole derrière, je vous ai raconté ça, et elle se la met sur la tête. Ça, c'est peut-être une interprétation du réalisateur en tant que une allusion à ce qui se passe comme changement dans la civilisation de nos jours, où peut-être les femmes prennent une place
plus respectée et plus importante que celle qu'elle avait autrefois, encore que nous avons vu, par la rencontre de cet intellectuel dans le château de Haut-Désert, qu'il y avait des femmes de grande valeur. Ça ne veut pas dire que les autres femmes n'ont pas de valeur, mais qu'on peut être une grande intellectuelle et une grande artiste et un grand chevalier de la finance ou chef d'État si on est une femme aussi. Il n'y a pas de raison. Mais ça reste. Vous me faites penser, puisque c'est à vous que je cause, à un analysant qui me racontait récemment que, attendant une fille avec sa femme, ils sont allés faire les emplettes pour acheter les fringues du bébé, et ils se sont dit non mais quand même on va pas faire du téléphoné, on va pas faire du classique et du traditionnel, on va pas prendre tout rose parce que c'est une fille. Résultat, quand ils sont rentrés à la maison, ils se sont aperçus qu'ils avaient acheté que du bleu et du gris. Et là, ça lui rappelait, à cet analysant, une parole de sa mère qui avait dit « Ah, une fille, c'est bien aussi !» Et il se demandait pourquoi aussi. Vous voyez que malgré tout, malgré que ce soit un couple moderne, intellectuel, cultivé, tout ce que vous voudrez, la dame en question est en psycho, et en analyse, comme lui. La valeur de la femme, à cause de cette histoire de castration, reste dans l'inconscient diminuée par rapport à celle de l'homme. C'est regrettable, c'est terrible, et ce qui se passe de changement dans la société, avec les mouvements MeToo, etc., c'est une excellente chose. Avec la dénonciation des prêtres pédophiles, etc., c'est une excellente chose. Est-ce que ça va déboucher sur du mieux? On l'espère, mais c'est pas gagné. Et on le voit dans le fin fond de l'inconscient, c'est toujours pas gagné non plus. Ce n'est pas une position intrinsèque de la femme, c'est dans l'échange du phallus qui pose problème. Il y a une question de valeur. Et c'est pour ça qu'on peut ne pas tenir compte de la valeur de la parole d'une femme quand elle dit non. Alors que ça devrait avoir toutes les valeurs, mais parfois, ça ne décide pas de la valeur. Encore une fois, ça n'excuse rien. Mais voyez comme ce film expose finalement toute la structure de l'inconscient autour de cette question de la valeur de la parole que je respecte ou que je ne respecte pas. La valeur de la parole, la valeur de la représentation d'une manière générale. La représentation image au sens du le phallus est là ou il n'est pas là, c'est aussi une question de valeur. Et qu'est-ce que la valeur dans le fin fond du compte? C'est l'affect. C'est-à-dire j'aime, j'aime pas. Je suis en colère, je le suis pas. Je hais quelqu'un qui me fait une blessure, je vais lui rendre l'appareil. J'aime quelqu'un qui me fait une gentillesse, je vais lui rendre l'appareil. Et c'est là que je reviens à ce que j'avais développé longuement dans une autre vidéo, l'affect. C'est le symbolique comme tel. Ce n'est pas un gentil accompagnement de la représentation. C'est ce qui fabrique la représentation. C'est le moteur de la représentation. C'est le moteur de l'histoire, puisque c'est la mère qui avait écrit l'histoire du fait de son amour pour son fils. Amour ambigu, je vous le rappelle, entre « va mon fils » et « reste là mon fils ». Sois un homme, mais reste mon homme à moi. J'en termine là-dessus.